Olivier, t'aimes pas ça? Louis-Jean, faut pas qu'il voit ça. C'est comme ma nouvelle coupe. Non, t'aimes pas? T'aimes pas? C'est ma mère qui me l'a prêté. Ah, ok. Ben, écoute, tu pourras dire maman, je t'aime beaucoup, 1, 2. mais Non, mais non, merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Et écoutez, aujourd'hui, je reçois quelqu'un de pas mal inspirant. Je vous le présente tout de suite d'entrée de jeu. Alors, c'est Monsieur Olivier Rolland. Olivier, merci d'être avec nous. merci de m'avoir invité. Olivier, j'ai dit, tu viens de loin parce que tu es parti de Londres. Tu es de passage en ce moment au Québec. Tu es entrepreneur, Olivier, fondateur de Blogueur Pro, des livres pour changer de vie. Tu as une chaîne YouTube complètement extraordinaire. Je vais d'ailleurs inviter tout à l'heure les gens à aller voir ta chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, moi, je voulais t'avoir parce que je trouve que tu as un lifestyle pas mal de fun. Tu voyages beaucoup. Ouais. Tu partages sur ta chaîne YouTube des tonnes de vidéos dans lesquelles très souvent, tu vas nous donner des outils pour avoir une vie meilleure. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais te recevoir parce que je pense qu'on peut apprendre beaucoup de toi. Les gens heureux, qu'est-ce qu'ils font que les autres font pas, Olivier? Bah, déjà, ils méditent. Ils méditent. Ouais. Est-ce que tu médites, toi? Oui, je médite. Ouais. Vraiment? J'essaie de méditer tous les jours. J'arrive pas tout le temps. OK. Mais ouais, on va dire 80% du temps, j'y arrive. Vraiment? Ouais. Et dis-moi, là, moi, je veux avoir ta recette. Tu médites combien de temps? Où? Est-ce qu'il y a des endroits de prédilection? Est-ce qu'il y a un temps donné? Ok, ouais. Alors, bon, déjà, je suis pas le plus grand expert mondial en méditation. Je suis juste un praticien. Oui. Voilà. Par contre, voilà, ça a été prouvé et reprouvé et reprouvé par les scientifiques que la méditation, ça rend vraiment plus heureux. Ouais. Ça vous aide aussi à mieux vous concentrer, à être plus appréciateur de ce que vous avez, à être plus présent en fait au quotidien. Ouais. Et c'est aussi quelque chose qui, enfin, ça a même des vertus médicales parce que votre système immunitaire est renforcé. Vous avez, pour les hypertendus, ça peut baisser votre tension. Enfin, il y a des tas de trucs absolument hallucinants et ça peut paraître incroyable d'entendre ça, mais ça a été vraiment prouvé par des études très très sérieuses. Tout à fait. Donc voilà, les bouddhistes, quand ils ont ils ont fait une sorte de Silicon Valley, de laboratoire de l'esprit. Ouais. Ils ont exploré l'esprit pendant que les occidentaux, eux, exploraient plutôt la matière en fait. Oui. Et ils ont trouvé quand même pas mal de choses intéressantes. Et aujourd'hui, bon, c'est une petite parenthèse rapide, mais par exemple, le Dalai Lama, tous les ans ou tous les 2 ans, il invite des scientifiques extrêmement reconnus de l'Occident, notamment des neurologues et des gens qui étudient comment l'esprit fonctionne, pour dialoguer entre les bouddhistes et les scientifiques occidentaux. Et c'est vraiment très riche. Il y a des bouquins qui sortent régulièrement. Un, par exemple, qui s'appelle Surmonter les émotions destructrices. C'est vraiment le fruit d'un dialogue entre les bouddhistes et les scientifiques. Et on voit que c'est vraiment, ils s'enrichissent tous les deux. C'est assez impressionnant. Donc, pour revenir à la méditation, une pratique très simple que je fais, que vous pouvez là démarrer dès aujourd'hui, qui est vraiment simple, c'est simplement vous asseyez comme ça sur une chaise. Vous pouvez aussi vous mettre vous savez, en position de lotus comme ça. Ouais. Moi je le fais pas parce que j'ai un problème à la hanche, donc vous pouvez juste vous asseoir quelque part, c'est pas un problème. En mettant le dos bien droit, hein, c'est important. Et puis vous allez tout simplement, alors vous pouvez mettre votre main comme ça, là. Je sais pas, bon, vous pouvez aussi mettre les 2 mains comme ça. Bon, posez-les quelque part tout simplement. Et puis vous allez, le but c'est de vous concentrer sur quelque chose pendant la méditation. Donc le plus simple pour démarrer, c'est de commencer par se concentrer sur la respiration. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la méditation? C'est un entraînement à l'attention volontaire. Et ça veut dire que, en fait, vous allez voir que simplement, concentrez-vous sur votre inspiration et votre expiration. En fermant les yeux, comme ça, et pendant plusieurs minutes. Hein. Au début, vous pouvez faire 5 minutes par jour, puis monter à 10, à 20. L'idéal, c'est 20. Mais vous pouvez très bien faire, rien qu'avec 5 minutes par jour, vous avez déjà des bénéfices, c'est prouvé. Et il vaut mieux le faire régulièrement un petit peu que des grosses séances d'1 heure, une fois toutes les semaines, par exemple. C'est mieux 5 minutes par jour que des grosses séances espacées. Ah, intéressant. Ouais. Donc, le but, c'est d'essayer de commencer petit et d'en faire une habitude, comme le fait de vous brosser les dents. Ouais. D'ailleurs, j'aime bien cette analogie parce que, je veux dire, on va faire un exercice interactif. Là, les amis disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sniffe sa main. Donc, on va faire un exercice interactif. Alors, faites comme moi, s'il vous plaît. Ils sont bizarres, ces londoniens.
Donc je suis français quand même, je précise, parce qu'il y en a qui vont dire mais il est britannique, il parle super bien français, c'est bizarre. Je suis un français qui vit à Londres, tout simplement. Bon, et donc vous allez sentir votre peau, comme ça. Ouais. On a l'air super trop bizarre. Et donc, est-ce que ça sent bon ? Bah, la réponse est oui, ça pue pas. Ok. Et pourquoi ? Parce qu'on a pris quelques instants aujourd'hui ou hier soir pour prendre une douche, pour se laver, pour enlever nos odeurs corporelles. Et puis pareil pour nos dents, on se brosse les dents régulièrement. Mais si vous regardiez les gens il y a 100 ans ou 200 ans, c'était pas le cas. Ils prenaient pas le temps de se laver les dents, ils prenaient pas le temps de se laver le corps et du coup bah, ils puaient un peu plus et puis ils avaient les dents jaunes, etc. Enfin je veux dire, si on plongeait dans le passé, je pense qu'on serait pas enchanté par les odeurs, de manière générale. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces siècles précédents et maintenant ? Bah, on a développé une habitude de se prendre 5-10 minutes par jour pour se laver les dents et notre corps. Et je pense que eh bien, dans un siècle ou deux, on aura cette habitude également pour l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on prend quelques minutes par jour pour s'occuper de notre corps, on ne prend pas quelques minutes par jour pour s'occuper de notre esprit. Et méditer, c'est comme de se brosser les dents pour notre esprit. Ça permet c'est une hygiène en fait pour notre esprit, ça nous permet d'être plus heureux, plus concentrés, plus dans le moment présent, plus humain. Donc, je reviens sur l'exercice pratique de la méditation. Essayez simplement de vous concentrer sur votre respiration et vous allez voir, c'est obligatoire et c'est complètement normal, que assez rapidement, bah, vous allez vous mettre à penser à des choses. Et déjà, c'est ça qui est intéressant dans la méditation, c'est cette prise de conscience que notre cerveau, il est tout le temps en train de fonctionner et tout le temps en train de générer des pensées, quel que soit le type de pensée. Et donc, le simple fait de se concentrer sur quelque chose aussi simple que la respiration, c'est extrêmement difficile en fait. Très vite, vous allez vous mettre à penser à des trucs et si vous vous laissez embarquer par ces pensées, vous allez oublier de vous concentrer sur la respiration. Et ce qui est génial, c'est que quand on médite, on devient conscient de ça, donc on est comme ça, puis au bout de 2 minutes, on s'est mis à penser à des milliers de choses qui se sont enchaînées les unes après les autres, puis on fait « Ah zut j'ai oublié, mince, je suis plus en train de me concentrer sur ma respiration. » Donc là, quand vous remarquez ça, tout simplement, vous revenez gentiment à votre respiration, pas besoin de vous en vouloir, faut le faire de manière gentille, et voilà, déjà, vous prenez conscience que vous êtes en permanence, que nous sommes en permanence en veille, pensée plus ou moins parasite, et que ça, c'est quelque chose qui nous empêche d'être concentrés sur les tâches qu'on fait et qui nous empêche de profiter vraiment du moment présent. C'est-à-dire qu'on est tout le temps, c'est ce que disait le bouddhisme, dans le passé, en train de se rappeler de choses, ou dans le futur, en train de se dire « Ah oui, il faut que je fasse ça, oui, j'ai cette discussion délicate à gérer, qu'est-ce que je vais dire, etc. » Donc on est dans le passé ou dans le futur et pas vraiment dans le présent. Ce qui est dommage parce qu'on passe quand même toute notre vie dans le présent finalement, et que si on n'en profite pas, on voit notre vie s'échapper comme ça, lentement, puis on se réveille à la fin de notre vie, puis on se rend compte que on a beaucoup pensé à ce qui s'était passé, à ce qui se passerait, mais est-ce qu'on a vraiment profité du moment présent? Et c'est un défi pour bien des gens de vivre le moment présent. C'est un défi. Et je veux dire, c'est normal. Après, on peut pas non plus être... Si on était totalement dans le présent, on serait des handicapés mentaux. Je sais pas si vous avez vu le film Memento, où c'est un film génial qui est monté à l'envers. En fait, on commence par la fin et on finit au début. Et pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui a un problème au cerveau. Je crois qu'il a eu un accident ou quelque chose comme ça. Il a plus de mémoire à long terme. Il a juste une mémoire à court terme et il se rappelle uniquement des 30 dernières minutes. Donc du coup, on vit comme il le vit, chaque scène, parce que nous, pour chaque scène, c'est une nouvelle scène comme lui. Mais on commence par la fin, et donc c'est un film génial, vous pouvez aller voir. C'est par le gars qui a réalisé Batman et tout ce genre de trucs aussi, mais superbe film. Bon, bref, donc si on était que dans l'instant présent, on serait handicapé. Mais donc c'est normal quand même de planifier, puis de penser un peu au passé et tout ça, mais je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver, et que de manière générale, on est quand même trop souvent en train de ressasser des choses plutôt que de vraiment profiter de ce qu'on a. Donc c'est un excellent entraînement à l'habilitation pour être davantage conscient de ça et donc être plus productif puisqu'on est davantage concentré à ce qu'on fait et plus heureux puisqu'on profite davantage du moment présent. Et au final, on peut passer toute la séance de méditation à sans cesse dériver et à revenir à notre respiration, et c'est pas grave parce que c'est exactement le but. Il faut voir ça comme un entraînement, c'est comme un entraînement sportif. On entraîne sa volonté, on entraîne sa capacité à se focaliser sur un truc précis. Et le fait est que ce qui est assez paradoxal dans la méditation finalement, c'est que les gens
qui ont beaucoup de mal à le faire et qui du coup sont beaucoup plus tentés d'abandonner sont ceux qui en bénéficieraient le plus. Ouais. Parce que si justement vous avez beaucoup de mal à vous concentrer sur votre respiration ou d'autres choses, après il y a des tas de points de concentration que vous pouvez faire, mais au début c'est très bien la respiration, eh bien si vous avez du mal, c'est que justement la méditation peut vous apporter pas mal de choses à ce niveau-là. Après, bon, encore une fois, je suis pas un grand expert, moi je suis juste, je vous parle de mon expérience. Je vous parle de mon expérience. Si vous voulez après aller plus loin, il faut aller voir des experts comme Mathieu Ricard ou autres. Quelque chose d'intéressant aussi, donc c'est un exercice très simple que vous pouvez faire. Parce qu'au début, c'est difficile justement de vraiment rester concentré. Donc, vous pouvez aider votre esprit, vous pouvez mettre des petits trous à votre vélo au début parce que vous ne savez pas comment garder l'équilibre. Et les petits trous en méditation, c'est quoi? C'est que vous allez tout simplement compter vos respirations. Parce que vous allez dans votre tête, bien sûr, pas à voix haute. Donc vous inspirez, vous comptez 1, vous expirez, vous comptez 1, vous inspirez, vous comptez 2, 2, 3, 3, vous montez jusqu'à 10 et après vous redescendez à 0. Et si à un moment vous vous rendez compte que vous avez interrompu le fait de compter, vous reprenez à 0. Voilà, gentiment. Okay. Oh, wow. Et pourquoi c'est plus facile? Parce que vous donnez à votre esprit quelque chose à faire. Ouais. Donc le fait de donner à votre esprit quelque chose à faire, d'aussi simple que compter, ça l'aide à moins dériver. Vous allez quand même vagabonder. Vous allez quand même vagabonder, mais ça aide un peu. Okay. C'est les petites. Mais ça, c'est très facile à faire. Vous pouvez le faire là tout de suite. Bien sûr, c'est comme ce que je dis dans l'autre entrevue. Il faut le faire. C'est comme pour tout. Il faut le faire, exactement. Il faut le faire. Et il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire waouh, et puis qui vont continuer dans leur vie, qui vont complètement oublier, qui finalement n'auront rien fait. Donc, ne faites pas partie de ces gens-là, s'il vous plaît. Non, mais j'aime aussi ce que tu nous dis. C'est très simple. Essayez 5 minutes. C'est concret. 5 minutes. C'est concret. Commencez avec ça. Et d'ailleurs, tu dois connaître l'auteur Jack Canfield, qui est entre autres l'auteur des bouillons de poulet pour l'âme. Et lui a fait une étude et il disait que parmi les plus hauts dirigeants, entre autres aux États-Unis, les hommes d'affaires les plus prospères, pratiquement 95% de ces gens-là, dans leurs habitudes à succès, sont des gens qui vont méditer. C'est intéressant quand même. Hein? C'est très Et pourtant, intéressant. c'est des gens hyper occupés. Là. Et d'ailleurs, c'est ce que disait le Dalai Lama, c'est que c'est que lui, quand il n'a pas le temps de méditer, quand il n'a pas le temps de faire 1 heure de méditation par jour, du coup, il médite 2 heures par jour. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est un peu trop extrême pour la plupart d'entre nous, mais ce qui veut dire, c'est que c'est justement qu'on n'a pas le temps qu'on devrait le prendre. Qu'on devrait le prendre parce que ça nous aide à être plus focus, plus productif. Et il y a aussi des études qui montrent, alors il y a une des plus grandes découvertes scientifiques des années 2000, c'est qu'on a tous une réserve de volonté qui est limitée et qui diminue au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire quand on se réveille, on a, on démarre avec une réserve qui est au top, ou presque, ça dépend de la qualité de notre sommeil, et plus on va avancer dans notre journée et faire des choix même les plus triviaux, et plus on va diminuer cette réserve de volonté. Et le simple fait de choisir le matin entre est-ce que je prends un café ou un thé, des trucs aussi triviaux que ça diminue votre réserve de volonté et ça vous rend plus susceptible de céder à des tentations que vous savez que vous ne devriez pas céder, genre voilà, je veux maigrir, mais oh là là, ce super bar de chocolat a l'air super sympa. Ok, bon, c'est plus facile d'y résister le matin que le soir. Ah. Ouais. Et plus on fait des choix même bêtes dans la journée, et plus on va à diminuer cette réserve de volonté et donc être susceptible de tomber dans ce genre de piège. Donc il y a le fait de céder aux tentations qu'on ne devrait pas, et il y a une autre façon d'utiliser la volonté, c'est de se motiver à faire des choses qu'on devrait faire. Genre, je veux maigrir, donc je vais aller à la gym 3 fois par semaine. Donc là aussi, ça demande de la discipline, de la volonté, parce que il faut sortir du fauteuil, il faut arrêter de regarder la télé, il faut aller là-bas. Donc pareil, moins on a de volonté, plus c'est difficile de faire ça. Et donc ça, c'est une des plus grandes découvertes scientifiques des années 2000, très très intéressante. Vous pouvez aller plus loin en lisant par exemple le livre The Willpower Instinct, qui explique très bien ça, et c'est prouvé par ces scientifiques qui ont étudié la réserve de volonté qu'elle est un peu comme un muscle, qu'on peut aussi l'entraîner, et que l'une des meilleures manières d'entraîner la volonté, c'est de méditer. Parce qu'encore une fois, on entraîne notre esprit à être focalisé sur ce qu'on fait, et donc ça muscle. Finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On entraîne notre esprit à ne pas céder aux tentations, à rester focalisé sur notre objectif, et le fait que notre esprit comme ça dérive un petit peu, c'est une forme de... c'est un petit peu l'équivalent mental de ah là là, je veux maigrir, mais je vais manger cette barre de chocolat. Donc
voilà, méditer, ça a énormément de bénéfices. Et ce que tu dis, c'est clair, ça a été prouvé. Là, il y a plein d'entrepreneurs, de gens, vraiment des artistes, voilà, qui méditent. Et vous connaissez peut-être ce proverbe américain qui dit les pauvres ont de grandes télés et les riches ont de grandes bibliothèques. Tout à fait. Et parce que voilà, bon, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs, que ce soit européens, américains, canadiens, etc. Et la plupart d'entre eux passent beaucoup plus de temps à lire et à se former qu'à regarder la télé. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, ils sont nombreux à ne pas avoir de télé du tout. Bien sûr, on trouve toujours des exceptions. Hein. Je parle de tendance. Et clairement, la méditation, ça fait partie des habitudes des riches aussi. Ouais, ça fait partie des habitudes des gens qui réussissent. Bien sûr, on trouve des tas d'exceptions, mais de manière générale, c'est clair. Vous allez... C'est normal, puisque ça vous apporte énormément de bénéfices dans votre vie, ça vous rend plus productif, plus concentré, etc. Wow! Est-ce que tu préconises la méditation dans ton cas le soir, le matin, ou simplement au moment qui, dans la journée, est plus opportun pour toi? Ouais, moi j'essaie de le faire le matin, parce que je trouve que ça permet de bien démarrer la journée, mais vous pouvez faire quand vous voulez. Et voilà, vous commencez avec 5 minutes par jour, et puis avec ce truc de compter, hein, tout simplement, et puis essayez de monter à 10, 20, et vous allez voir que normalement, assez vite, vous allez voir les bénéfices. Le truc, c'est que, bon, déjà, faites une séance pour tester, voir que voilà, vous êtes capable de le faire, mais il faut quand même être assez régulier. Normalement, on commence à avoir les premiers bénéfices au bout de 2 à 3 semaines de pratique quotidienne. Donc, ça prend que 5 minutes, mais il faut être régulier et il faut... et je vous dis, si vous abandonnez en cours de route et que vous arrêtez, c'est justement, vous faites partie des gens qui bénéficieraient le plus de ça. Donc c'est paradoxal, il faut se forcer un peu. Si vous loupez un jour, c'est pas grave, hein, je veux dire, bon, mais essayez quand même. Voilà. Donnez-vous comme règle, ça peut vous aider de ne jamais louper 2 jours d'affilée. Hein? Ouais, c'est normal de louper de temps en temps, on est humain, voilà. Mais pas 2 jours. Pas 2 jours. J'aime ça. Et vous pouvez utiliser des apps, par exemple sur vos smartphones. Moi, j'utilise Coach.me. Et en fait, on peut rejoindre des groupes en ligne qui se lancent des défis. Donc moi, je suis dans le groupe méditation, par exemple. Et à chaque fois en fait que je médite, je clique sur J'ai médité. Donc déjà, l'app, c'est rigolo, elle nous encourage. Elle dit, hey, t'as médité 4 jours, clique là pour faire un high five. Donc on fait un high five à son truc. Et il y a le téléphone qui vibre, qui nous dit, yeah. Et on est avec d'autres personnes qui sont dans la même démarche. On peut discuter avec elles et tout, ça nous aide un peu. Bon, il y a des tas de trucs comme ça. Ah, j'aime ça. Ouais, donc vous pouvez aller voir coach.me. Et il y a des apps qui sont je ne sais pas en tête là les noms, mais il y a des apps qui sont vraiment conçues pour créer des groupes de méditation en ligne, enfin de support. Wow. C'est toujours plus facile avec d'autres de créer une dynamique. Et si vous pouvez faire ça avec des gens dans la vraie vie, c'est encore mieux parce que là, voilà. Donc, si vous pouvez montrer cette vidéo à des gens que vous connaissez, peut-être, je ne sais pas. Et puis leur dire, je te lance le défi. Hey, vas-y, on va se lancer dans ce défi, ça va être sympa. Une semaine méditation. Et si on a un qui loupe, le premier qui loupe une journée, il offre un resto à l'autre, par exemple. Ah, c'est génial. C'est rigolo, ouais. Oui. Ben, d'ailleurs, moi, je m'étais lancé un défi l'année dernière. J'avais été à un séminaire de Robin Sharma, l'auteur de Le moine qui a vendu sa Ferrari, entre autres. Et avec un de mes amis, on s'était lancé un défi de se lever pendant 66 jours à 5 heures du matin. 66? Pourquoi 66? Ben, parce qu'on sait aujourd'hui que ce n'est plus 21 jours pour changer une habitude, mais bien 66 jours. Ça a été prouvé. Il y a une université aux États-Unis qui a fait une recherche là-dessus. Pour développer un nouveau comportement ou une nouvelle habitude, c'est dorénavant 66 jours. Alors, tous les livres depuis les 50 dernières années qui disent 21 jours pour développer, c'est plus vrai. Ça a été scientifiquement prouvé à cette université aux États-Unis. Ceci étant dit, à tous les matins à 5 heures, je me réveillais et on s'envoyait un texto. Allô, bonne journée, je suis debout, et la même chose pour lui. Et on l'a maintenu parce que justement, on savait mutuellement que j'ai quelqu'un à qui rendre des comptes. Alors, c'est intéressant. Oui. Donc, super. Moi, là, tu m'as convaincu de réintégrer la méditation dans ma vie. Effectivement, j'ai lu beaucoup de livres de Mathieu Ricard qui est tellement intéressant. Premier truc. Donne-moi un autre truc pour être heureux, zen. Alors là, on a compris qu'il faut intégrer la méditation. Oui. Oui, bah alors, il y a tellement de choses. Voilà, je peux prendre comme exemple parce que bon, moi avant j'ai toujours été entrepreneur, j'ai créé ma première boîte à 19 ans, aujourd'hui je suis toujours entrepreneur, mais il y a une grande différence entre ma première entreprise et mon entreprise actuelle, c'est que dans ma première entreprise, ma vie était au service de mon entreprise. Ouais. Tandis que maintenant, mon entreprise est au service de ma vie. Ouais. Et c'est pas du tout le même focus. Et du coup, elle me permet de voyager partout dans le monde parce que c'est une entreprise sur Internet et d'avoir davantage de temps pour moi. Alors, je sais que bon, dans ceux qui nous regardent, tout le monde n'est pas entrepreneur, donc je vais essayer de partager quelque chose qui va toucher tout le monde.
Le livre qui m'a inspiré à avoir cette vie, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il donne un conseil excellent dans ce livre qui peut paraître contre-intuitif, mais qui fonctionne très bien pour moi. C'est que, en fait, ça sert à rien, de manière générale, ou en tout cas c'est très difficile, de juste se contenter d'augmenter sa productivité pour tenter de réduire son temps de travail. Si demain vous devenez 5 fois plus productif, c'est pas pour autant que le temps que vous allez passer à travailler va être divisé par 5. Ouais. Parce que le fait est que s'il y a bien quelque chose qui nous fait peur dans la vie, c'est de l'ennui. On a peur du vide en fait. On a besoin de quelque chose pour nous occuper. Parce que, je veux dire, essayer de rester comme ça assis sur une chaise sans rien faire pendant 1 heure, c'est quand même difficile, surtout aujourd'hui dans notre environnement, on a tellement de distractions possibles, rien que le smartphone. Il suffit de voir dans n'importe quel endroit public, vous avez toujours des gens qui sont seuls, qui sont avec leur smartphone, parce que c'est c'est horrible pour nous de rester sans rien faire. Donc, bon, déjà vous pouvez méditer, hein, voilà, c'est un truc sympa à faire, mais en fait, ce qui paraît contre-intuitif, c'est que pour travailler moins, et être plus productif et apprécier davantage sa vie, ce qu'il faut faire, c'est d'abord se trouver des activités en dehors du travail qui nous passionnent, qui nous plaisent. Et vraiment consacrer du temps à ça. Parce que, et c'est le défi que je vais vous lancer aujourd'hui, il y a une activité forcément que vous avez toujours rêvé de faire, ou que vous avez adoré faire avant, et que vous ne faites plus aujourd'hui, vous n'avez jamais fait. Eh bien, lancez-vous comme défi de la faire. Et je veux pas entendre comme excuse, j'ai pas le temps, parce que justement, je vais partager avec vous comment faire ça. Ça peut être 2 heures par semaine, j'en sais rien, ça peut être « j'ai toujours rêvé de faire du cheval, je vais faire maintenant 2 heures d'équitation par semaine. » C'est « j'ai toujours rêvé de jouer de la guitare, je vais prendre 2 heures de cours de guitare par semaine. » Bon, voilà, des trucs comme ça. Et vous allez voir que, eh bien, en vous donnant comme ça des activités qui vous plaisent, vous allez avoir 2 heures concrètement en moins dans votre semaine, mais ce n'est pas pour autant que ce que vous réalisez, le produit de votre travail va diminuer. Parce que vous allez alors bien sûr, il y a une limite à ça. Si demain vous donnez 30 heures pour jouer de la guitare, ce n'est pas la même chose. Mais 2 heures, voilà, il y a une souplesse au niveau de votre emploi du temps. Parce que concrètement, si vous analysez votre journée, et vous regardez vraiment le temps que vous avez passé à faire des choses productives qui apportent quelque chose, on se rend compte, et c'est souvent ça fait un choc, qu'on passe sa journée à brasser du vent. Et que c'est en grande partie parce qu'on est là pour qu'on comble le vide par le travail. Parce que voilà, quel est le message finalement? C'est si vous vous contentez d'augmenter votre productivité, vous n'allez pas réduire votre temps de travail parce que vous allez avoir peur du vide, vous allez avoir peur de vous ennuyer. Et quel est par défaut, surtout quand on a travaillé de 8 heures à 5 heures toute sa vie, eh bien par défaut, ce qu'on fait pour combler le vide, on bosse. Et y compris quand, même si on a déjà accompli ce qu'on veut accomplir, je sais pas, on va faire des trucs qui servent plus ou moins à rien, on va ranger les contacts dans notre iPhone ou les apps, on va aller voir un peu trop de fois sur Facebook les commentaires de la communauté ou de nos amis. Enfin voilà. On va perdre du temps. On va perdre du temps en faisant des choses qui peuvent sembler être du travail, donc pour se donner bonne conscience, mais si on les analyse objectivement, on n'est pas obligé de les faire, en tout cas pas autant. Par exemple, je ne sais rien, si vous gérez une communauté sur Facebook, ça ne sert à rien d'y aller toutes les heures. Vous y allez 1 fois par jour, 5 minutes, 10 minutes, ça suffit. Voilà. Même chose pour les courriels. Pour plein de choses, voilà. Pour les courriels, c'est horrible. Il y a des gens qui leur iPhone bip à chaque fois qu'ils reçoivent un mail. Mais au secours, au secours. En plus, c'est des interruptions. On pourrait en parler longtemps. Ça ruine la productivité. Mais bref. Donc, lancez-vous dans une activité qui vous plaît, 2 heures par semaine, et automatiquement, vous allez être plus productif dans votre travail pour avoir le même résultat avec moins de temps, parce que vous allez faire moins de choses inutiles, tout simplement. Donc ça vous force à être plus efficace et ça vous donne une raison d'être plus efficace, parce que vous avez déjà comblé le vide puisque vous faites quelque chose qui vous plaît, donc vous savez pourquoi vous voulez être plus efficace, parce que voilà, souvent on se dit oui, je vais être plus efficace, mais au final pourquoi, et puis voilà, et ça nous permet, parce que voilà, il y a une différence entre être productif et être occupé. Tellement. Et je veux dire, je prends un exemple toujours, c'est si vous, admettons, votre objectif dans la vie, c'est de déménager, de déplacer la Tour Eiffel. Bon, si vous pouvez passer toute la journée à pousser la Tour Eiffel avec vos petits bras, à la fin de la journée, vous serez crevé. Ok, et on peut pas dire que vous aurez chômé. C'est vrai, on peut pas dire bah non, ce mec-là il faut rien. C'est clair, mais est-ce que vous aurez été productif pour autant? La réponse est non. Vous aurez été occupé, vous aurez eu l'impression de travailler comme un taré, mais vous n'aurez pas avancé d'un pouce vers votre objectif. Donc, être productif, c'est quoi? C'est avoir
faire du travail qui nous amène des résultats concrets, qui nous avancent vers nos objectifs. C'est la différence par rapport à être occupé. Et souvent, on est plus occupé que productif, malheureusement. Donc voilà, une des choses pour être plus productif dans sa vie et plus heureux, plus épanoui, parce qu'on passe moins de temps à faire des choses qui n'ont aucune signification, qui servent à rien, qui nous empoisonnent l'esprit et qui finalement sont des sources de stress, c'est d'abord de se lancer dans les activités. Et bon, tu parlais de trucs qui nous intéressent. Ça m'amène à autre chose qu'on a discuté avant l'entrevue, et c'est toute la portion passion. Moi, j'aimerais t'entendre sur, est-ce que selon toi, professionnellement parlant, c'est important de faire quelque chose qui nous passionne? Parce que toi, je sais que c'est ce que tu fais. Tu as choisi de voyager, de vivre cette vie-là. Oui. Donc, tu vis de ta passion. Mais c'est pas le lot des gens nécessairement, de tout le monde qui nous écoute. Quelle place la passion occupe dans ta vie et est-ce que tu penses que c'est important pour les gens qui nous écoutent s'ils se disent aujourd'hui « Oh mon Dieu, j'ai vraiment plus de plaisir dans mon travail, je me réalise pas. » Est-ce qu'ils devraient penser à faire autre chose? J'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est une excellente question. Bon, on connaît je crois que c'est un proverbe chinois qui dit que si tu aimes ce que tu fais, tu vas jamais travailler de ta vie. Ouais. Et puis, voilà, moi, je sais pas au Québec, mais en France, on m'a rabâché à longueur de mon adolescence. Ah oui, l'important dans la vie, c'est pas gagner de l'argent, c'est de faire quelque chose qui nous passionne. Bon, on me l'a rabâché, n'empêche que quand je regarde autour de moi, 95% des gens font pas quelque chose qui les passionne, faut être honnête. C'est des boulots alimentaires, chacun prend ce qu'il peut, et puis voilà. Donc je pense que c'est très très important effectivement de vivre dans ses passions. Alors on va me dire, oui Olivier, c'est pas d'accord, t'es gentil, mais c'est pas facile, les gens ils prennent ce qu'il y a la crise, blablabla, etc. Bon. Ouais. Ok, bon, après il y a aussi un niveau d'exigence que vous avez par rapport à ce que vous acceptez dans la vie ou pas. Et pour moi, j'ai toujours trouvé que l'entrepreneuriat, créer sa propre entreprise, était la meilleure manière de vivre de vos passions, parce que voilà, on peut trouver des emplois, c'est tout à fait possible de trouver des emplois dans quelque chose qui nous passionne, mais quand vous êtes libre de créer finalement une entreprise qui vous plaît, avec le mode de fonctionnement qui vous plaît, vous avez davantage de liberté. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas de patron qui nous dit quoi faire, mais on a des clients et dont il faut satisfaire les besoins. C'est les clients qui deviennent les patrons, quelque part. Donc on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi, mais ça nous donne quand même davantage de liberté. Ouais. Et le truc, c'est que ce que je dis toujours dans ma formation Blogueur Pro, par exemple, un des premiers cours, c'est d'identifier nos passions et de les croiser avec nos compétences et le potentiel économique, donc une étude de marché. Okay. Et je peux vous donner, je peux partager un exemple, un exercice tout simple pour trouver des passions. On peut le faire ensemble, hein? Oui, j'aimerais. Ok, donc vous prenez une feuille de papier, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de faire ça, vous prenez une feuille de papier, vous ouvrez un document sur votre ordinateur, peu importe, et vous écrivez tout en haut mes passions. Ouais. Voilà. Et le but, là maintenant, ce que vous allez faire, et je vous propose de le faire vraiment, d'accord? Pas parce que c'est pas une vidéo, on n'est pas au cinéma là. On est quand même sur une chaîne pour les gens qui se bougent, pour les gens qui veulent accomplir quelque chose. Donc si vous faites partie des gens qui se bougent et qui veulent vraiment changer des choses dans leur vie, mettez la vidéo en pause, après quand je vous le dirai, et vous allez écrire 10 passions. 10 passions. Vous allez voir que les 2 à 3 premières passions vont venir très facilement, parce qu'on les connaît. Puis à partir de là, ça va commencer à être difficile. Ouais. Pour la plupart des gens. Il y en a qui écrivent 20 passions en à peu près 30 secondes, bon voilà. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est difficile. Donc, vous forcez un petit peu, vous lâchez pas tant que vous n'avez pas écrit 10 passions. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous diminuez un petit peu, vous dites ok, quelles sont les choses que j'aime faire, tout simplement. Et ça peut être des choses que vous pratiquez ou pas, hein, ça peut être des choses que vous avez envie de faire parce que ça vous attire. Voilà. Et mettez la vidéo en pause maintenant et faites-le. Donc déjà, voilà, cet exercice c'est tout simple, mais ça aide déjà à clarifier un petit peu ce que vous aimez faire dans la vie. Alors, juste une parenthèse pour ceux qui ont vraiment du mal à trouver des passions, voire qui n'en ont pas trouvé du tout. Moi ça m'étonne toujours, il y a des gens des fois qui viennent me voir et me disent Olivier, j'ai aucune passion, que faire? Ouais. Bon, moi je pense que il y a plein de cas, hein, mais de manière générale, c'est un problème d'exploration. Parce que peut-être que vous êtes, j'en sais rien, peut-être que vous êtes passionné par le parapente, vous n'avez jamais fait de parapente de votre vie, donc vous n'en savez rien. Peut-être que vous êtes passionné par la plongée sous-marine, mais vous n'avez jamais fait de plongée, vous n'en savez rien. Peut-être que vous êtes passionné par le japonais, vous n'en savez rien, vous n'avez jamais fait de japonais. Donc il y a un moment, pour trouver des passions, il faut explorer de nouvelles choses, il faut sortir de la routine, il faut se lancer dans de nouvelles activités et tester un petit peu des choses, voilà, pour voir un petit peu s'il n'y a pas des choses qui vont vous plaire, qui vont accrocher. Ensuite, voilà, vous partez de ces passions-là
Et vous vous demandez quelles sont aussi mes compétences, les choses dans lesquelles aujourd'hui j'ai clairement plus de compétences que la moyenne de la population. Ouais. Et peut-être qu'il y a des corrélations, c'est-à-dire que vous avez des compétences qui sont associées à vos passions. Déjà, c'est un bon point de départ parce que vous avez quelque chose à apporter, ça veut dire dans ce domaine-là tout de suite. Et ensuite, vous vous dites, est-ce que dans ces passions, il y a un potentiel économique? Bon, donc là, il faut faire une étude de marché, donc c'est long. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, peut-être qu'ils peuvent aller voir, lire mon livre, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc, Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog, on mettra le lien en dessous. Oui. Il y a une méthode pour faire une étude de marché sur, par exemple, est-ce que il y a un potentiel économique pour un blog? Mais ça peut marcher pour tout type d'entreprise, en fait. On peut faire ça en ligne aujourd'hui, pas besoin de s'embêter à aller enquêter dans la rue. Sans bouger de chez vous, vous pouvez faire ça. Et l'idéal, c'est de démarrer une entreprise qui soit à la fois une passion, une compétence et qui ait un potentiel économique. Parce que là, ça veut dire que vous avez tout de suite quelque chose à apporter dans un domaine qui vous passionne et qui a un potentiel économique et que potentiellement vous allez en vivre. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a 100% de chances de succès? Bien sûr que non. C'est un peu le principe de l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment il y a un risque, mais on diminue quand même fortement le risque et l'incertitude parce qu'on a fait une étude de marché avant, on sait qu'il y a des gens qui sont susceptibles d'acheter des produits dans ce domaine-là, on a des compétences dans le sujet et on est passionné, donc on ne va pas lâcher facilement. On va avoir du fuel, on va avoir le feu sacré par rapport à ça parce que ça peut être accomplir vraiment un rêve. Donc voilà, on pouvait parler pendant longtemps, là je fais qu'effleurer la chose. Ouais. Parce que souvent, il y a plein de gens moi, qui me disent Stéphanie, j'ai telle passion, mais je vois pas comment je peux la monétiser. Mais dans le fond, donc oui, j'invite les gens effectivement à aller chercher ton livre. Parce que, moi, je me rappellerai toujours, quand j'ai fait mes études en psychologie, il y a des gens qui disaient « Ah, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. » Ben oui, mais la réalité, c'est que j'ai écrit des livres sur le sujet. Aujourd'hui, je fais des vidéos sur le sujet. Donc, moi, j'ai trouvé ma façon. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui ont peut-être une passion et qui n'ont aucune idée en ce moment comment est-ce que... C'est comme toi. Tu voyages autour du monde. Tu fais tes vidéos d'un peu partout. Alors, on peut te suivre. Je vais inviter les gens sur ta chaîne YouTube aussi tout à l'heure. On peut te suivre un peu partout. Tu vis de ta passion et tu gagnes très bien ta vie aussi. Oui. Hein, et tu as cette liberté qui doit figurer dans tes valeurs premières. Oui, tout à fait. Olivier, écoute, on pourrait parler comme ça toute la journée, mais j'ai envie de te dire merci. J'invite les gens à aller sur ta chaîne YouTube pour se procurer ton livre. C'est quoi la meilleure façon? Oui, alors... Dans n'importe laquelle de tes vidéos, je pense que tu... Alors, oui, il y a des vidéos où je parle de mon livre Zen et Heureux. Sinon, je sais pas, tu peux peut-être mettre un lien en dessous. Excellent, fantastique. On mettra un lien en dessous. Donc, vous pourrez vous procurer ce livre-là. Merci du fond du cœur. Écoute, c'était wow. Alors là, on va se mettre tous à méditer. Imaginez comment on va être zen. Puis on va compter. Hein? Moi, je retiens ça parce que pour moi, le focus, là, les idées, des fois, toutes les choses que j'ai à faire. Là. Alors, merci du fond du cœur, Olivier Rolland. Donc, pour toutes les personnes qui veulent aussi suivre Olivier sur sa chaîne YouTube, donc vous avez le lien. Merci. Puis quand tu repasses au Québec, tu viens nous voir. Ça marche, avec plaisir. Alors, écoutez, je vous dis merci d'être là. Je vous embrasse et on se voit pour la prochaine entrevue. Salut! Bye!